Oui, donc bonjour à tous. Mes propos vont engager que moi-même, ni mon service, ni mon université, ni le consortium Couperin, par lequel j'avais été aussi sollicité pour cette intervention en dehors des organisations. Donc, je vais vous parler rapidement de la documentation en ligne et dans ses aspects transformation des métiers et compétences, donc en bibliothèque universitaire, puisque c'est de là que je parle. Alors, c'est avec ça qu'on passe de l'un à l'autre. Ouais, super. Donc je me tourne par là, sinon je vois rien. Alors juste, c'était quelques distinctions de vocabulaire. Je vais très vite hein, parce que le temps est compté. Déjà, les termes ne sont pas trop stabilisés, en fait. Hein. Alors là, j'ai appelé ça ressources en ligne, parce que c'est ce que je préfère. Mais en fait, on peut parler de collection numérique. On est dans une logique de support avec numérique. On peut parler de ressources en ligne. Là, on est dans une logique d'accès, puisque ce qui va être important, c'est que c'est un accès 24/24 et à distance, hein, la documentation en ligne. Et puis, comme on est dans une journée sur l'identité professionnelle, en fait, on parle de DocElec, documentation électronique. Et là, donc, c'est un peu logique métier ou rôle professionnel. Quelques mots sur quand même la notion de collection, parce que c'est vrai qu'on parle de politique documentaire, de politique des collections, ça me travaille pas mal, moi, tout ça. Et donc, j'aime bien faire la distinction entre l'acquisition et la diffusion. Donc, on est dans des logiques de collection acquise. Quand on est dans une logique de collection acquise, on internalise des ressources qui sont à l'extérieur, qu'on achète en général. On internalise ces ressources dans les BU et pour un public qui est le public de l'université, avec éventuellement quelques lecteurs extérieurs, mais enfin le public de l'université. On a quand même une autre logique de collection qui est maintenant vraiment importante dans les BU, qui a toujours existé, hein, parce qu'on a toujours valorisé la production locale, y compris dans le monde papier. C'est les collections produites par l'université et référencées, diffusées, externalisées par les BU. Donc là, on va parler plus d'archives ouvertes ou de bibliothèques numériques patrimoniales. Donc là, concrètement, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas parler de tout, c'est quand même effectivement des collections acquises. Et en DocElec, c'est des périodiques en ligne, qui sont à l'unité ou en bouquet principalement en fait, des livres en ligne, e-books, à l'unité ou en bouquet, et puis des bases de données diverses et variées, avec ou sans texte intégral, mais en fait aussi également maintenant des bases de vidéos, des bases d'apprentissage, et en réalité des ressources très diversifiées qu'on met sous le terme documentation en ligne ou ressources en ligne. Quelques particularités très impactantes. Alors, je vais vite hein, pour après aller sur les process et les métiers et les compétences. Accès versus propriété. Bon, c'est une tarte à la crème. La DocElec, on y accède. Il y a assez peu de logique de propriété, même si effectivement on achète des fichiers de temps en temps, mais ça se fait à l'échelle nationale. Ça ne se fait pas à l'échelle de l'université. Une logique très, très importante, une particularité très importante, c'est la logique de masse. Donc les bouquets, c'est plus poétique que masse, hein, évidemment. On achète plein de trucs en même temps, en fait. Enfin, on s'abonne à plein de trucs en même temps quand on fait de la documentation en ligne, ce qui est quand même très différent des démarches d'acquisition unitaires, classiques, je dirais, alors liées au monde papier, et qui, je pense, en fait continue à quand même beaucoup informer notre identité professionnelle. Les prix négociés, ça c'est pareil, c'est une particularité essentielle. Il n'y a pas de prix public de la DocElec. Voilà, il faut négocier, ça entraîne beaucoup de choses. La notion d'abonnement versus achat, ça veut dire que la documentation en ligne, en fait, on construit moins quand même que quand on achète. On présente des choses, mais finalement, on ne construit pas vraiment une collection. On s'abonne et on renouvelle. Voilà. Alors, quand même, ça forme une collection dans l'ensemble, mais voilà, ça interroge un peu. Puis des usages très diversifiés. Alors, c'est vrai qu'il y en a aussi des usages très diversifiés pour le papier, mais pour l'électronique, c'est encore autre chose, puisque ça va maintenant, on se demande. C'est les questions autour des utilisations des ressources par des machines, c'est-à-dire qu'un utilisateur humain utilise la ressource, mais de manière médiée par les machines. Donc les questions de TDM ou d'intelligence artificielle générative.
Je vais trop vite, sinon je ne vais pas laisser de temps à Guillaume. Je vais aller plus vite. Donc les acquisitions. Donc là, enfin, j'ai tenté, mais bon, c'est peut-être une espèce de panorama de circuit du document adapté à la DocElec. Donc, modification des sources, ce qu'on peut dire, c'est que les offres sont très médiées, puisqu'elles passent principalement par un consortium. On ne lit pas livre hebdo, on regarde des annonces de Couperin. Bon, il y a des demandes, ça c'est comme dans le monde papier, et on essaye d'évaluer des besoins. L'intérêt, c'est que, enfin, une des particularités plutôt, c'est qu'on a la possibilité de tester des ressources, ce qui n'est pas peu le cas dans le monde des acquisitions papier. Alors, les ressources négociées et contractualisées, ça c'est hyper important, puisque en fait, pour la documentation en ligne, en fait, on regarde un peu les contenus quand même, hein. Mais principalement, dans les contenus, on va regarder des périmètres de contenu, c'est-à-dire combien il y a de livres dans ce bouquet, combien il y a de périodiques. On ne va pas pouvoir, évidemment, se poser des questions précises sur tel ou tel objet documentaire qui se trouve dans le bouquet. Voilà. Et les modèles tarifaires sont basés aussi sur le nombre d'utilisateurs potentiels. Ça veut dire qu'on prend en compte, enfin, la prise en compte des publics est en fait embarquée dans le modèle tarifaire. Se négocie non seulement l'accès en lecture à la ressource, mais plein d'autres choses. Donc, bon, que j'ai classé sous le terme de droit d'utilisation. Donc, on peut télécharger, on peut juste lire, on peut utiliser en cours, on peut faire lire par des machines, etc., etc. Il y a des services additionnels et tout ça se traduit par un contrat de licence. Donc, en fait, toutes ces choses-là, rapidement dites, en fait, sont extrêmement techniques, je dirais, et entraînent des compétences différentes, plus variées, mais différentes, surtout différentes, que celles celles de chargés de collection classiques dans le monde papier ou d'acquéreur. Dans le monde de la DocElec, on prend surtout des décisions. Voilà, on ne construit pas une collection, on prend des décisions à l'automne en général. Des abonnements, des désabonnements. Voilà. Alors, pour ces décisions, comment elles se prennent ? Ce n'est pas le chargé de DocElec, le gestionnaire de DocElec qui prend sa décision tout seul, même s'il l'oriente dans la manière dont il présente les choses. Les ressources sont souvent stratégiques et importantes. Enfin, si on coupe une ressource, ça peut gueuler fort. Donc sur ce, on utilise évidemment un certain nombre de critères. Ça, c'est obligé, hein, on formalise un petit peu des choses. Et c'est important de le faire pour asseoir aussi une légitimité. Mais il y a beaucoup de concertation, en fait. C'est beaucoup de la concertation. Dans les équipes des BU, puisque le gestionnaire de DocElec est souvent... Enfin, ça dépend, mais bon. En tout cas, moi, dans mon monde, il est spécialisé, il a besoin de discuter avec les autres collègues en charge des collections, mais aussi avec les responsables de formation et pourquoi pas avec les gens qui s'occupent d'appuyer la recherche. Et bon, ça, c'est au niveau de la BU, mais en fait, également beaucoup de discussions avec les utilisateurs finaux, représentés par souvent des interlocuteurs documentaires, enfin bref, avec les communautés étudiantes, mais surtout en fait d'enseignants et de chercheurs. Donc ça, c'est vraiment important, cette notion de concertation. Alors, il n'y a pas beaucoup de décisions, puisque les ressources sont... finalement, il y en a assez peu, vu qu'il y a beaucoup de choses dans chaque ressource. Donc, ça veut dire que voilà, on va traiter dossier par dossier, si je puis dire. En termes de... Alors, c'est pas tout à fait les mêmes compétences, du coup, que juste décider d'un achat unitaire à 30 €, ou bien d'être en train de présenter ou non un renouvellement à 30 000 ou 50 000 €. En termes de commande et facturation, bon, je vais avancer, sinon, voilà. Donc, il y a quand même quelques spécificités, en particulier fiscales et autour des groupements de commandes, qui font que c'est des compétences nouvelles à acquérir ou à essayer d'acquérir quand on est en charge de documentation en ligne.
Transformation dans la gestion, je vais aller vite. Alors, on est dans une logique d'accès. Bon, on n'accède plus à des bibliothèques, mais on cherche toujours à faciliter les accès. Bon, un petit peu les contrôler, surtout que les éditeurs nous le demandent. Mais donc, les outils d'accès sont nouveaux, évidemment, ils n'ont rien à voir avec ceux du monde physique. C'est l'authentification, c'est les accès distants, c'est les résolveurs de liens, les facilitateurs d'accès, l'assistance. Bon, je n'épilogue pas, sinon ça va durer 3 heures. En termes d'usage, on a des continuités, évidemment, avec la documentation papier. On compte les usages, on les homogénéise, on essaye de les qualifier, on les évalue, on en tient compte dans les décisions. Donc ça, c'est quelque chose c'est une compétence qui est tout à fait commune à toute collection, on va dire, qu'elle soit physique ou en ligne. Mais simplement, là, ça va se faire avec des données différentes. On va compter des nombres de recherches, des nombres de téléchargements en différents formats éventuellement, avec des standardisations différentes. Donc, on a un counter voilà. Et puis, avec de nouveaux tableaux de bord. Voilà. En termes de conservation, ça a été un petit peu évoqué. Au début de la documentation en ligne, on était super contents, c'était la logique de flux. Bon, en fait, quand même, on en est revenu. On est revenu un peu aux fondamentaux du métier. Il y a un moment où, quand même, il faut capitaliser. Donc, la capitalisation la plus complète, c'est effectivement la conservation des fichiers qui se fait dans le cadre d'Istex en France. C'est l'INIST qui fait ça. On intègre ça dans les négociations Couperin. Et entre-temps, on a eu quand même la conservation des accès qui n'était pas garantie au départ. Voilà. Conservation des accès des contenus souscrits. Bon. Voilà, un petit passage sur la notion de désherbage. Alors, on fait pas du désherbage, on fait du désignalement. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose parce que la ressource reste accessible sur la plateforme, mais nous, on ne la signale plus dans notre outil. Gestion du travail collectif, je ne sais pas, sinon je vais aller vite. Voilà. Alors, il faut que j'accélère. Donc, les frontières sont floues, donc transformation dans le signalement. Les compétences de signalement ne sont pas exactement les mêmes, puisque justement, on va parler de signalement, qui est quand même, en gros, l'idée d'un catalogage en masse et light. Parce qu'il y a beaucoup de ressources, donc on ne peut pas faire de la dentelle. En fait, on peut aussi enrichir quand même sérieusement les données. Enfin, il y a plein de choses qui ont été faites, mais il y a cette différence, c'est des compétences un petit peu différentes. Les niveaux de signalement, effectivement, là, il y en a plusieurs. Dans le monde papier, il n'y en a qu'un, bon, principalement. Et là, nous, on en a plusieurs. Il y a le niveau ressources plateforme qu'on signale souvent sur notre site web, les nouveaux livres et revues dans la base de connaissances, qui est voilà, un outil spécifique. Et puis les niveaux infra, articles et chapitres, qui se signalent dans un outil spécial, un outil de découverte qui possède un index central. Voilà, bon. C'est des nouveaux outils aussi. Alors, est-ce que c'est des nouvelles compétences? Je ne sais pas, mais c'est des nouveaux outils. Enfin, nouveaux, ils sont plus tellement nouveaux d'ailleurs. Hein, parce que, bon, la DocElec, ça fait quand même 25 ans qu'elle est là. Et donc, voilà, distinction puis convergence. Bon, les jeux sautent, sinon je vais être trop long. Important quand même, la documentation, on essaye de l'embarquer sur le web. De la documentation en ligne et de la signaler en fait sur le web. Donc ça passe par deux choses, les moteurs qu'on paramètre, un moteur de recherche qu'on paramètre pour que l'utilisateur puisse, quand il utilise Google par exemple, Google Scholar, puisse accéder à la ressource si la bibliothèque y est abonnée. Et puis les facilitateurs d'accès qui sont en fait des extensions de navigateurs qui permettent, quand un utilisateur navigue sur le web, eh bien, quand il arrive sur des sites auxquels la bibliothèque souscrit, eh bien, on lui dit. Il a un petit pop-up qui lui dit. Bon, en gros. Cela, je vais la sauter, sinon on n'en finira pas. Et donc, transformation dans la politique documentaire. Alors, pour moi, la documentation en ligne, elle ne change pas les grands principes de politique documentaire, donc qui ont été évoqués, hein, neutralité. On parle beaucoup d'équilibre de niveau, d'équilibre disciplinaire pour desservir tous les publics, toutes les disciplines.
Ça change pas. Alors évidemment, ce qui change, c'est que avec la documentation en ligne, on doit essayer de mener des politiques documentaires multi-supports. Alors ça va dépendre un peu des types de documents pour savoir si on se retrouve dans des logiques de substitution ou de complémentarité. Par exemple, pour les bases de données, il est clair qu'on était dans une logique de substitution et ça fait bien longtemps que ça a lieu. Hein. Il y a plus personne ne lit des index d'articles, on utilise des bases de données. Pour les périodiques, on va dire que la numérisation est quand même très très avancée, c'est-à-dire autant sur la presse où il y a des agrégateurs et encore plus sur les revues scientifiques de recherche. On va dire que vraiment, il y a eu il y a eu coexistence et il y a une quasi-substitution du numérique au papier, avec quand même certaines communautés qui restent attachées au papier. Ça implique aussi une réinvention de services. Hein. Typiquement, quand vous avez un agrégateur de presse, vous achetez moins de presse. Par contre, vous la mettez mieux en valeur dans vos espaces. Donc, par exemple, en créant des kiosques et des choses qu'on n'avait pas avant dans nos espaces en BU. La notion de perte de contrôle, je la trouve assez intéressante parce que effectivement, comme on achète des gros bouquets, en fait, on ne sait pas vraiment ce qu'on achète, il faut quand même le dire. Alors d'autant plus que maintenant, il va y avoir des contenus produits par IA, donc on saura encore moins ce qu'on achète, mais enfin, bon, ça sera pareil dans le papier. On ne sait pas exactement ce qu'on achète, et puis on n'a pas forcément la maîtrise sur ce qu'on met à disposition, puisque c'est à prendre ou à laisser, c'est dans la plateforme. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui il faut accepter cette perte de contrôle. On ne peut pas faire autrement, je dirais. Voilà, la question du déport de la décision, je l'ai mis au même endroit. On est sur des ressources qui parfois peuvent être tellement importantes qu'en réalité, la décision n'est plus au niveau du service commun de la documentation. Alors, je pense en particulier aux ressources de niveau recherche, sachant que les enseignants-chercheurs sont très souvent, surtout les chercheurs, en tout cas se vivent comme ça, en tout cas dans mon université. Et donc c'est vrai que le déport de la décision, c'est quelque chose qui est à gérer quelque part. Voilà, il faut encore une fois qu'on se concerte et qu'on convainque d'autres, d'autres personnes interviennent dans la décision. Alors, quelque part, on peut s'en féliciter parce que ça veut dire que la documentation est devenue un élément vraiment important de la politique scientifique, qui est débattue en commission recherche ou assez peu chez nous en commission formation vie étudiante. Mais en même temps, voilà, on a perdu un peu la main dessus. Alors, ce qu'on essaye de faire dans ces cas-là, hein, c'est bien entendu, c'est que si y a des gens qui décident, il faut qu'ils payent. Qui contribuent. C'est-à-dire que voilà, là on retombe sur notre notion d'équilibre. Si on, par exemple, lors d'une campagne de désabonnement au hasard, lors d'une campagne de désabonnement suite à des difficultés budgétaires, si on préserve la documentation recherche, il ne faut pas que ça soit au détriment de la documentation pour les étudiants. Donc, si la commission recherche peut décider de garder telle ou telle ressource, mais il faut qu'elle puisse abonder le budget du service documentaire. Un changement de regard, effectivement, est-ce qu'on construit une collection? Est-ce qu'on gère un portefeuille? Est-ce qu'on donne accès à des plateformes qui sont autant de bibliothèques quand on s'abonne à des ressources en ligne? Bon, je laisse les questions ouvertes. Et j'aime bien la notion de politique documentaire, en fait, une politique de collection qui, en fait, c'est des logiques de ressources, je dirais plus que de collection. Et on va être, mais bon, c'est un peu comme dans le monde papier, c'était pas si différent, au service de autre chose. Et cette autre chose, c'est soit les activités des BU, la formation des publics, l'information des étudiants et l'appui à la recherche. Une dernière slide, et excuse-moi Guillaume, je vais certainement dépasser, sur acquéreur et gestionnaire, puisque ou chargé de collection, j'ai entendu. Alors, je ne suis pas spécialiste de politique documentaire, en fait. Mais effectivement, on peut voir deux profils.
de chargés de collection ou acquéreurs papier qui font des achats unitaires, qui ont des compétences centrées sur les contenus et la connaissance assez fine des publics. Hein, ça a été exposé par la collègue de Caen. Et qui sont dans des logiques, pour ce qui est du signalement, des logiques de catalogage. Et puis, on a des profils de gestionnaires de documentation en ligne qui sont plus dans des logiques d'abonnement en masse, avec des compétences centrées sur les outils, des compétences d'ordre technique, mais pas que quand même. Hein. On regarde un peu les contenus, et avec des techniques de l'ordre plutôt du signalement que du catalogage. Alors évidemment, c'est à la hache. Et il y a toute une gamme de collègues qui naviguent entre ces deux profils, mais qui sont quand même disjoints. Et donc, tout l'enjeu, hein, mais je pense que ça sera la question de cet après-midi, ça va être d'unir les compétences et de faire travailler ensemble ces personnes qui ont des compétences toutes valables. Hein. Voilà, donc... comment faire travailler ensemble ces gens-là Alors, il y a les questions d'acquisition du papier au regard de la documentation en ligne présente. Bon, ça, c'est quelque chose qui est quand même acquis. Les acquéreurs unitaires tiennent compte de l'offre de bouquet qui a été souscrite lors de leur décision d'acquisition. Il y a aussi d'ailleurs les acquisitions autour des livres, puisqu'on achète en fait aussi encore quelques livres électroniques de manière unitaire. Ça, souvent, en fait, c'est les personnes en charge des collections papier principalement qui s'en occupent. En tout cas, c'est comme ça chez nous. Important, il faut que les spécialistes et les chargés de collection qui connaissent finement les publics et les disciplines puissent éclairer les décisions d'abonnement en ligne. Donc ça, c'est vrai. Ça rebondit sur le côté concerté des décisions d'abonnement, des abonnements que j'évoquais. Et puis, travailler ensemble, ça veut dire que aussi à un moment, je pense qu'il est important que dans les choix de ressources en ligne, interviennent des gens qui ne sont pas dans la gestion des collections. Et donc là, je pense typiquement à des gens qui font de la formation des publics, qui en fait sont dans de la médiation de proximité avec des petits groupes pour montrer des ressources, et qui savent en fait aussi comment réagissent les étudiants, presque mieux que les acquéreurs, si on peut dire. Et puis également, très important, du côté des ressources en ligne recherche, de bien faire communiquer la partie documentation en ligne et la partie appui à la recherche, d'autant plus qu'on a des contrats maintenant, des gros contrats dits lecture et publication, qui mélangent les deux aspects, la publication en open access et la lecture de documentation classique. Et voilà. Et la parole à toi, Guillaume. Merci. Bonjour, donc moi je vais vous donner le point de vue de la lecture publique sur la même question. C'est ici. Et comme je travaille dans les stats, désolé, vous aurez droit à 2 stats. La première, c'est simplement pour dire que la politique documentaire des ressources numériques, c'est aussi une question en lecture publique. Et vous allez voir pourquoi. Ça, c'est le nombre de bibliothèques qui officiellement achètent, de bibliothèques publiques, pardon, qui achètent des ressources numériques. Et on va se dire, c'est les plus gros réseaux, c'est les plus grosses bibliothèques, elles ont des équipes, elles peuvent s'en occuper. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est le petit paragraphe qui est en bas à droite, pas les sources, mais juste au-dessus. Ce chiffre ne comprend pas toutes les bibliothèques qui fournissent des ressources via leur bibliothèque départementale. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'en lecture publique, les ressources en ligne sont de plus en plus médiées, c'est-à-dire intermédiées, on pourrait dire. Elles sont fournies par les bibliothèques départementales. Et ce qui pose des questions de politique documentaire, bien sûr, à la bibliothèque départementale, mais surtout aux bibliothèques qui peuvent en bénéficier. Donc là, vous avez presque 3000 bibliothèques. Si j'affiche la carte des bibliothèques qui fournissent de l'auto-formation à leur public en France, là, vous en avez plus que 3000. On n'est pas loin d'une couverture quasi totale des bibliothèques de lecture publique françaises. Il y en a 15 000 à peu près. Et là, il vous manque 2 ou 3 départements, parce que des fois, je n'ai pas toutes les données.
Ça concerne donc l'auto-formation. Pourquoi je parle d'auto-formation? Donc c'est ces bouquets que vous connaissez toutes et tous, hein, dont je reparlerai, parce qu'on ne sait pas toujours ce qu'il y a dedans. Et là, je rejoins exactement ce que disait Thierry, qui propose de l'apprentissage en ligne, le code de la route, les langues, enfin, etc. C'est ce qu'on va appeler auto-formation ce matin, et dans la profession. C'est très implanté dans les bibliothèques. Alors, je pense que c'est une question de culture professionnelle, c'est intéressant, c'est proche de l'éducation ou de l'encapacitation, qui est un terme très fort en bibliothèque actuellement. Donc, on va dire qu'il y a un héritage historique sur l'auto-formation, une couverture quasi nationale. L'auto-formation, pour aller vite, ça ne s'achète qu'en bouquet. Vous achetez des centaines de vidéos organisées par thème. Voilà. Donc, vous ne savez pas trop ce qu'il y a dedans. A contrario, c'est développé et continue de se développer, c'est ça qu'il faut savoir, une offre où on achète titre à titre des livres. Ça s'appelle PNB, donc prêt numérique en bibliothèque. Ça existe également sur la presse, ça existe aussi sur la VOD de manière assez marginale. Ce matin, je me concentrerai sur PNB parce que c'est un dispositif qui est relativement connu dans la profession. Vous voyez que la couverture, elle est moindre, mais elle est quand même bien diffusée. Enfin, c'est une ressource qui est quand même bien diffusée, malgré des années de critiques contre un dispositif qui est très lourd à gérer pour les bibliothèques. Techniquement, il y a énormément de médiation à faire, enfin, etc. Mais pourtant, malgré ça, ça continue de se développer. Parce que derrière, il y a le choix titre à titre, ce qui est absolument incontournable dans ce dispositif. Et dernière jolie carte, c'est la VOD. Alors la VOD, donc la vidéo à la demande, on va dire que c'est le dernier dada des bibliothèques de lecture publique en matière de ressources en ligne. C'est le plus coûteux, c'est celui qui pose le plus de problèmes techniques, financiers, mais le moins de problèmes de médiation, puisque les utilisateurs savent utiliser les plateformes de VOD qui sont les mêmes ou presque que celles que vous connaissez comme des offres commerciales. Donc là, c'est une carte qui va sans doute évoluer dans le temps, mais c'est une carte qui, on va dire, est pilotée par les usages. Ça vient des usagers et les bibliothèques essayent de suivre. C'est la petite particularité de la VOD, puisque ce sont des bouquets dans lesquels vous payez en plus des jetons de visualisation. Donc les budgets augmentent au fur et à mesure que vous augmentez la médiation. Donc vous l'avez vu, on a deux grandes tendances, on va dire, en lecture publique. Une politique documentaire, et je rejoins là encore ce que disait Thierry, plus traditionnelle, qui est basée sur de la sélection titre à titre. Bon, j'ai parlé de PNB, hein. On fait de la veille documentaire, on assure une sélection, des acquisitions, une médiation, et ensuite on va s'occuper des usages. Est-ce que le titre est intéressant? Oui, je le rachète. Il n'est pas intéressant, je le laisse finir sa vie de document numérique, c'est-à-dire atteindre sa durée de licence, la fin de sa licence. Et à côté de ça, j'ai appelé ça des nouveaux modèles, mais c'est comme en DocKelec, en BU, c'est pas des nouveaux modèles, c'est des modèles qui sont là depuis 20 ou 30 ans. On s'abonne à des bouquets, on maîtrise pas tellement les contenus, et on regarde ce qui se passe. Voilà. Parce que c'est là que les usages vont redevenir extrêmement utiles et pertinents. Alors ça concerne l'auto-formation, j'en ai parlé, ça concerne la VOD, donc la vidéo, ça concerne aussi beaucoup en lecture publique les bouquets de presse, et là on rejoint la question de la pluralité qui a été évoquée tout à l'heure, bouquets de presse sur lesquels les bibliothèques, y compris via leurs consortiums ou leurs associations professionnelles, n'ont quasiment pas de moyens de pression. Donc des titres arrivent, des titres disparaissent, sans que les bibliothèques qui diffusent ces titres soient au courant. Qu'elles soient acheteuses ou simplement bibliothèques de diffusion, comme je parlais tout à l'heure. Je vais passer là-dessus rapidement. Bon, vous avez donc un modèle calqué sur l'acquisition papier qui a été aussi professionnellement le moyen de faire entrer le livre numérique en bibliothèque. C'est-à-dire que comme on retrouvait le même circuit qui était valorisé professionnellement, d'être spécialiste d'un domaine, d'être un acquéreur, de gérer un budget. Finalement, PNB, c'est un modèle complexe, mais qui a aidé à faire entrer le livre numérique en lecture publique. C'est des logiques métiers assez fortes, de choix, de médiation, et ça a aidé à donner un peu de noblesse à ce support qui n'en a pas encore beaucoup
en lecture publique. De l'autre côté, les bouquets, vous payez un abonnement et vous ouvrez un accès, vous regardez ce qui se passe. Les choix documentaires, je vais y revenir, on pourrait dire qu'ils sont externalisés. Donc on a une politique documentaire qui est déléguée finalement aux fournisseurs, sur laquelle on n'a pas de moyens de pression. Qu'est-ce qu'on va préférer en tant que bibliothèque? Il faudra arbitrer entre un contrôle sur le contenu et une simplicité d'accès. Et sur la presse, ça peut poser effectivement question. Voilà, sur les bouquets, on aura, comme je le disais à l'instant, une sélection qui est parfois subie, qui va être corrigée éventuellement. Donc Thierry parlait de signalement, c'est effectivement la question. Il faut voir aussi qu'en lecture publique, les portails, les interfaces d'accès sont nettement moins, on va dire, élaborées, je pense, qu'en BU. Elles peuvent permettre l'éditorialisation, donc la mise en scène, la médiation. Elles peuvent éventuellement permettre le désignalement, mais c'est assez rare. Et actuellement, il y a des problèmes sur des ressources, des bouquets de presse qui proposent des titres que les bibliothèques ne veulent pas proposer parce que ça ne correspond pas à leur charte documentaire. Et donc, les questions maintenant sont de faire disparaître des titres de bouquets qu'on a achetés pourtant. Voilà. Donc, d'un côté, on a ce que je dis en bas, une évaluation fine, puisqu'on choisit un titre et on le met en ligne. Et de l'autre côté, on a une externalisation qui est de plus en plus opaque. Quand un titre disparaît de certains bouquets de presse, même les associations, même les acheteurs ne sont pas au courant de ces disparitions. Et on parle de titres de PQR, donc de presse quotidienne régionale, donc qui vont être très sollicités. Sur les métiers, les conséquences sont variables, puisque d'un côté, on aura des acquisitions titre à titre, finalement des interfaces de choix d'acquisition ou de sélection qui sont les mêmes pour le papier ou le numérique. Vous pouvez avoir le même libraire pour acheter des livres numériques ou des livres papier ou des livres audio, ça pose pas de problème, ça dépend de vos marchés publics, mais c'est tout à fait possible. Vous allez avoir besoin de mettre en scène ce que vous achetez, expertise éditoriale, vous aurez besoin de savoir exploiter des statistiques, mais au-delà de ça, ce sont des compétences qui étaient présentes dans la profession et qui continuent qui simplement changent de support, mais ne sont pas très différentes. Sur les bouquets, c'est un peu différent, puisque là, on va vous demander davantage en tant que, alors acquéreur, c'est peut-être pas le terme, mais décideur, on va vous demander d'évaluer un service complet et pas seulement ses contenus. Et quand on dit service, là je rejoins encore ce que disait Thierry, on va évaluer l'accessibilité dans tous les sens du terme. Est-ce que c'est facile d'accès, mais est-ce que c'est accessible aussi à des personnes malvoyantes, par exemple? On va évaluer le catalogue, le contenu, mais on va évaluer aussi des choses plus techniques. Est-ce que l'authentification va fonctionner facilement? Est-ce que je vais pouvoir diffuser à tout mon réseau, ou est-ce qu'il va falloir que je rajoute des couches d'authentification, des mots de passe, des choses comme ça? Donc tout ça, c'est des compétences techniques qui n'ont pas grand-chose à voir avec le documentaire. Il faudra, en fonction de ça, pouvoir juger de la qualité d'un marché, mener des analyses statistiques. Et alors je pense que c'est beaucoup plus développé dans l'enseignement supérieur et encore en maturation, on va dire, dans la lecture publique, c'est la mutualisation de ces compétences et le partage de la veille qu'elle implique. Puisqu'en fait, le bouquet, si quelqu'un en a fait l'analyse, pourquoi ne pas s'appuyer sur cette analyse? C'est ce que faisait l'association Réseau Carrel et c'est ce que reprend actuellement la Bibliothèque publique d'information, donc la BPI, dans ses missions nationales autour de la documentation électronique. D'ailleurs, en lecture publique, on ne dit pas DocElec, en fait. On dit ressources numériques. Voilà, c'est pas grave. Chacun son jargon. Ouais. Sur les stats, là encore, les BU sont mieux équipés. Donc, effectivement, tu as parlé de Counter, EasyParse. En lecture publique, ce qui complique les choses, c'est les contenus sont très divers et c'est assez difficile de mettre sur le même plan la consultation d'une vidéo de formation, l'emprunt d'un livre numérique ou l'écoute d'un morceau de musique. Et puis aussi, les acteurs sont complètement fragmentés. Il n'y a pas de consortium d'achat. Il y a des consortiums qui
négocie des conditions pour les bibliothèques, mais ce ne sont pas des consortiums d'achat. Donc les statistiques arrivent dans chaque collectivité au bon vouloir des fournisseurs, avec des formats qui sont différents, avec des qualités qui sont totalement différentes. Là encore, on a besoin d'une harmonisation, ne serait-ce que d'imposer Counter aux fournisseurs de documentation numérique en lecture publique. Et on a besoin de mutualiser les compétences et la veille, encore une fois, ce qui va reposer sur la BPI. Alors, on en parle assez rarement parce que c'est un grand inconnu, c'est l'usager numérique. Alors, en BU, c'est plus simple parce qu'ils sont tous usagers numériques. Donc, voilà, le problème est réglé, ou presque, j'exagère, mais en lecture publique, c'est un vrai problème puisque quand on regarde les statistiques en détail, c'est à peu près, grand maximum, là je suis très généreux, 10% des inscrits. C'est-à-dire que 10% des inscrits de votre bibliothèque ont utilisé une ou plusieurs de vos interfaces durant l'année passée. On ne sait pas lesquelles, puisqu'on a des statistiques qui sont variées, qui ont des sources très hétérogènes. Donc c'est difficile à rassembler, à comparer. Mais surtout, pour les connaître mieux et justifier les budgets qui sont derrière, puisque c'est toujours ça la question, on manque alors d'abord de littérature professionnelle, bon ça c'est vrai que c'est pas très connu, mais aussi d'études sociologiques fines sur les profils des utilisateurs, qui ne sont pas tous les lecteurs, qui ne sont pas forcément les lecteurs à distance, qui ne sont pas forcément les lecteurs les plus défavorisés ou les plus favorisés. C'est beaucoup plus nuancé que ça quand on creuse, mais ça porte sur 10% des inscrits. Donc, est-ce qu'on finance une étude sociologique très coûteuse sur 10% des inscrits? Là, on tombe sur des questions budgétaires et la limite financière. Alors, un point qui m'est personnellement très cher, mais qui peut-être, enfin voilà, peut-être est partagé, j'en sais rien. C'est d'avoir, enfin, j'ai constaté depuis 20 ans que je travaille là-dedans, un très faible usage personnel des ressources numériques par les bibliothécaires eux-mêmes. Alors, je me suis dit que ça allait changer, que les jeunes générations étaient plus à l'aise avec les smartphones, effectivement. Mais ce n'est pas pour ça que les ressources numériques proposées par les bibliothèques sont davantage exploitées à titre personnel. Et du coup, cette non-utilisation, à mon avis, augmente ce que j'ai appelé un cloisonnement. Tu as parlé de la même chose. Hein. Ce cloisonnement entre les compétences d'un côté qui sont numériques et des compétences qui sont plus documentaires. En faisant des formations, je demande toujours qui utilise une liseuse, qui utilise un smartphone, qui utilise une tablette. Et je m'attendais à ce que d'année en année, ça... Et en fait, non, pas du tout. Ça ne bouge pas. Donc, c'est que peut-être que les outils qu'on propose ne sont pas adaptés aux documents qu'on propose. Enfin, voilà, il y a des questions à se poser. On peut travailler sur ce fossé en partageant les compétences, bien sûr, et avec des formations croisées. C'est ça, je vais en reparler juste après. La formation croisée, elle est très très vaste. Elle porte sur le documentaire, le technique, la sociologie, j'en ai parlé, et quelque chose de très vaste, de très flou, qui s'appelle la culture numérique. Savoir faire sa veille aussi, mais ça c'est plus professionnel, on va dire. La culture numérique, c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui du côté des GAFAM, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à l'opposé des GAFAM, justement, quelles sont les tendances du monde du libre, enfin, quelles sont les tendances sur les supports, quel est l'avenir de la tablette ou de la liseuse, qui n'en a sans doute pas beaucoup, par exemple, malgré le fait que c'est un support qu'on aime beaucoup en bibliothèque. Donc tout ça, c'est cette culture numérique dont il faut discuter, pour lesquels il faut trouver des formateurs. Qui dit formateur dit financement, pour des formations qui sont massives. Voilà. Il faut faire monter progressivement en compétences quasiment toutes les équipes. Donc c'est là, on a parlé rapidement tout à l'heure d'un dispositif qui s'appelle Bibliothèque numérique de référence. C'est un dispositif qui sert justement à financer, entre autres, des actions de formation collective sur l'ensemble des équipes. Alors, comme j'ai préparé cette intervention avec Pascal Issartel, que vous connaissez peut-être, vous connaissez aussi peut-être son goût pour l'audiovisuel. Elle travaille donc au service du livre et de la lecture. Et elle insistait beaucoup quand on a préparé cette intervention sur l'exemple de l'audiovisuel.
Quand je dis audiovisuel, là, c'est plus spécialement les DVD et la VOD. Pour très concrètement, avant, il y avait la VHS. Enfin voilà, tous ces supports qui se sont dématérialisés pour consulter de la vidéo. La baisse d'emprunt des DVD, je ne l'ai pas mis parce que c'est pas très réjouissant, mais c'est vraiment une chute assez raide, enfin une baisse assez raide des usages face à l'arrivée des plateformes de streaming VOD. Et cette chute, elle est encore plus visible quand on regarde les emprunts de CD. La musique, c'est encore plus, la pente est encore plus raide. Aujourd'hui, l'offre musicale, elle passe essentiellement par les plateformes de streaming commerciales qui offrent, contrairement à la VOD, je vais y revenir, des accès illimités et des collections illimitées. Donc, ce qui s'est passé chez les discothécaires, donc les bibliothèques spécialistes de musique, c'est assez rapidement, parce qu'ils ont une association qui a beaucoup réfléchi à ça, c'est une bascule qui s'est opérée dans la politique documentaire, puisque si tout est en ligne, si les collections sont entièrement accessibles, quel est notre rôle ? Eh bien, notre rôle, c'est plus tellement la sélection, c'est la médiation, avec des formes très variées, y compris la médiation dans le sens où on va aider les usagers à produire leur propre contenu. Ça va être de la médiation sur les contenus produits par les usagers. Donc vous avez aujourd'hui du prêt d'instruments de musique, de l'organisation de concerts, de l'animation de studios d'enregistrement. Tout ça, ce sont des actions de médiation de la musique en bibliothèque qui sont opérées par d'anciens discothécaires, d'anciens disquaires, d'anciens bibliothécaires hyper spécialistes d'un secteur musical, qui sont progressivement, voire assez rapidement, passés de la sélection à la médiation. Alors je reviens sur le cas des DVD. L'érosion des prêts, elle est plus lente, mais elle affronte quelque chose qui est un raz-de-marée que vous connaissez, qui s'appelle les plateformes de VOD commerciales. Et elle a peu de chances de l'emporter pour l'instant, l'offre de bibliothèques. Alors c'est un peu plus nuancé. Les plateformes de VOD commerciales ont une offre limitée qui change beaucoup dans le temps. À l'inverse, les bibliothèques ont des collections massives de DVD qu'elles ont constituées depuis 20 ou 30 ans, avec des titres que vous ne verrez jamais sur les plateformes. Donc il y a encore un espace pour proposer une politique documentaire un peu spécifique sur ce support. Mais c'est quand même une question urgente, puisque demain, on peut avoir une nouvelle plateforme de VOD qui se développe sur ces niches documentaires. Et c'est une question donc, qu'on a décidé de traiter donc, au service du livre et de la lecture avec une consultation nationale ouverte à tous les professionnels et qui est animée avec l'association Images en bibliothèque, dont c'est la spécialité. Alors, je pense que c'est illisible, je m'excuse. Je ne pouvais pas finir sans citer donc, le nouveau référentiel national des compétences des bibliothèques territoriales, qui a été piloté, dont les deux versions ont été pilotées par Raphaël Gilbert, avec qui j'ai beaucoup échangé aussi sur les questions numériques. Et là, je vous tourne le dos parce que j'arrive même pas à relire. Le premier rectangle en haut à gauche est issu de la rubrique de la classe de compétences qui s'appelle collection, politique documentaire, et qui dit savoir sélectionner et mettre à disposition une offre de ressources numériques. En fait, si vous regardez les deux versions du référentiel, le numérique est beaucoup plus présent dans la version 2025, puisqu'on a souhaité remettre de la place, donner de la visibilité, on va dire, à ce support dans la gestion des collections et dans la politique documentaire. Les trois autres sont issus d'une rubrique qui n'existait pas auparavant, qui s'appelle numérique. Ce qui est donc savoir utiliser et présenter les différents matériels numériques. Donc on revient sur la médiation, faire évoluer l'offre de services avec une bonne culture numérique et une veille continue, et savoir accompagner les publics dans leurs usages. Autrement dit, ce que vous avez à l'écran, c'est un peu ce qu'il faudrait posséder comme compétence pour répondre à toutes les questions que j'ai essayé de soulever auparavant. Connaître les usagers, connaître les matériels, connaître les bouquets, les contenus, et savoir comment sélectionner et mettre ça en valeur auprès des publics. Rapidement, parce qu'il est temps.
des pistes de développement de cette politique documentaire en lecture publique, donc la culture numérique dans les formations et les fiches de poste, encore une fois. Les binômes médiateurs numériques et spécialistes documentaires, c'est quelque chose qui se développe parce que les uns pollinisent les autres, c'est toi qui utilisais cette expression, c'est intéressant, pour partager des compétences. Et dernier point qui me paraît important, c'est de s'inspirer de l'expérience de l'audiovisuel pour l'étendre vers de nouvelles formes. Demain, ça peut concerner le livre. Si un jour un bouquet de livres commercialement intéressant arrive en bibliothèque, il faudra qu'on s'inspire de toutes les formes de médiation qui ont été développées par la musique ou pour la VOD. Voilà, je vous remercie s'il y a des questions.